Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette conférence. Comment mettre en œuvre une stratégie cloud hybride? La souveraineté numérique impose aux acteurs du secteur santé sociale de réconcilier d'une part la protection des données sensibles et la modernisation des services. Pour décrypter ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir un acteur majeur sur le marché de l'assurance français, le groupe Matmut, avec la présence de Jean-Jacques Mock, responsable du programme de transformation cloud du groupe Matmut. Et pour compléter la table ronde, sont présents Mohamed Sigelmassi, CTO du groupe Soprasteria, Estelle Samuels, Chief Sales Officer de Sens, et David Zezegui, Chief Architect, Field CTO de Red Hat. En fin de session, on vous laissera du temps pour poser vos questions, donc gardez-les au chaud. Sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-Jacques pour ouvrir nos échanges autour d'un sujet concernant la stratégie. Jean-Jacques, au sein de la Matmut, vous avez choisi une stratégie d'urbanisation quartier par quartier plutôt que tout cloud. Comment arbitrez-vous concrètement ce qui doit rester on-premise sur votre cloud privé et ce qui part sur Sens? Eh bien, bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus. Alors, oui, alors on a fait un choix de stratégie quartier par quartier pour en fait isoler finalement la criticité de nos activités. Donc, on s'est reposé sur notre raison d'être. Et à partir de cette raison d'être, on a identifié quelles sont les fonctions les plus critiques, les fonctions régaliennes pour le groupe Matmut à assurer. Donc, nous, on est un assureur. Donc, notre responsabilité à nous, par rapport à nos sociétaires, c'est qu'ils puissent déclarer leurs sinistres et que nous, on puisse en fait les accompagner dans la résolution de leurs sinistres. Et en fait, c'est à partir de ce principe-là en fait, qu'on va définir finalement qu'est-ce qui va pouvoir aller dans le cloud ou non. Tout ce qui sera au plus proche de nos activités régaliennes devront rester on-premise, et autant toutes nos activités qui le sont un peu moins auront la capacité à pouvoir aller justement chez Sens. Et on va travailler en fait justement, une fois qu'on sera construit avec Prémiance également, à pouvoir bouger un petit peu ces lignes-là dans un futur proche. Merci Jean-Jacques. Mohamed, sur l'IA de confiance, vous avez officialisé une alliance stratégique avec Sens et Google Cloud pour bâtir l'une des premières plateformes IA de confiance dédiées au secteur régulé. Concrètement, comment vous réussissez le tour de force de marier d'une part la puissance des algorithmes IA de Google et les exigences strictes de conformité et finalement, quel est votre rôle d'intégrateur? Merci. Tout d'abord, peut-être un historique de pourquoi on a fait ça. Hein. Pourquoi Soprasteria et Sens se sont mis ensemble. Thales, 95% de Sens, est un acteur souverain, français et européen. Soprasteria, 55 000 personnes, pareil. Donc, notre approche commune, c'était de dire comment on bâtit des plateformes souveraines dans des environnements régulés. Deuxième sujet, c'est que Soprasteria est extrêmement présent dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine des secteurs publics et de la banque forcément. Donc, secteur régulé au maximum. Et puis l'avantage de Sens, c'est que ça possède une des plateformes de data IA les plus avancées du marché et que par conséquent, l'idée de bâtir une solution dans laquelle on a la technologie nécessaire, sur laquelle on sait en fait déployer des applications par des entreprises qui sont entre guillemets, qui sont souveraines, était la bonne approche. Enfin, le dernier point peut-être, c'est que Thales et Soprasteria travaillent ensemble sur le plus grand projet de confiance dans le domaine de l'IA, qui s'appelle Confiance.ai, que vous pouvez retrouver sur tous les sites. C'est comment bâtir des systèmes de confiance comment bâtir la confiance sur les systèmes d'ingénierie dans les systèmes critiques. Si vous allez sur le site confiance.ai, vous allez voir tout ce que l'on a fait ensemble avec d'autres acteurs comme Airbus, etc. Voilà pourquoi. Très bien. Estelle, ce qu'on observe régulièrement également, c'est qu'au-delà de la simple migration d'infrastructures, la maturité cloud des entreprises se mesure désormais à leur capacité à exploiter les services managés.
Sur cette question, pourquoi, selon vous, le véritable saut de valeur du cloud hybride réside-t-il dans le PaaS, et notamment sur des enjeux de data et d'IA? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on voit le retard colossal à l'adoption du cloud sur des secteurs contraints et régulés comme ceux de la Matmut, sur le secteur public, le lien direct avec la valeur et donc la largeur du portefeuille d'offres se pose assez rapidement. Si on prend uniquement le cloud à travers la notion de localisation des données et donc de pur déménagement, c'est-à-dire qu'on s'attache seulement à où est ma donnée et non pas comment je l'exploite, on se coupe de 90% de la valeur que ces nouveaux services doivent aujourd'hui apporter à vos entreprises. Pourquoi est-ce qu'on est convaincu que cette hybridation est source de nouveaux modèles et de nouvelles valeurs ? D'abord parce qu'elle doit vous permettre de gagner de l'efficacité opérationnelle. C'est, je pense, revenu dans la quasi-totalité des retours d'expérience qui ont été partagés ce matin en plénière. Vous devez libérer vos forces vives des contraintes de gestion de l'infrastructure pour leur permettre de travailler sur ce qui est important pour vous, la création de la valeur pour vos usagers, pour vos citoyens, pour vos clients finaux. Le deuxième point, c'est que cette sécurité, qui est une contrainte sur les périmètres sensibles tout aussi importante, ces services managés vous la garantissent par construction, par design. Donc c'est aussi toute cette expérience et toute cette robustesse industrielle dont vous bénéficiez à travers ces offres-là. Et enfin, plus particulièrement dans le cadre de Sens, c'est une promesse d'innovation sans compromis. On a fait le choix, dès l'origine du projet, de viser l'équivalence de la plateforme Google Cloud, à la fois en termes de performance, mais également en termes de profondeur de portefeuille. Donc aujourd'hui, c'est une réalité concrète, puisque nous avons une grosse quarantaine de services qui sont déjà en production, et ce depuis plusieurs mois, et les prochaines vagues de services qui sont en train d'enrichir et qui vont continuer à enrichir le portefeuille. Et donc, c'est la capacité pour vous de bénéficier aujourd'hui de la technologie BigQuery Data de Google qui vous permet de casser la logique de silos de données dans votre entreprise pour en faire quelque chose d'opérant, d'agile, de fiable. Et ensuite, la promesse donc de l'IA qui est aujourd'hui, encore une fois, réelle et opérationnelle dans nos offres avec les H100, avec les capacités de modélisation de BigQuery ML, Vertex AI qui est en train d'arriver dans les prochaines semaines. C'est la capacité pour vous d'utiliser ces modèles, de les choisir. C'est un choix de technologie. Vertex, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de modèles dont la très grande majorité sont ouverts. Donc, vous restez maître de vos choix sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Et vous pouvez surtout l'ancrer dans un socle de data fiable, performant et évolutif, qui est donc véritablement représentatif de vos opérations et de vos activités. Très bien, on continue sur un volet architecture. Je suis sûre que dans la salle, vous vous posez une question, et puis elle est légitime. On peut se demander si effectivement, dans un environnement hybride comme celui de la Matmut, finalement, le risque, ce n'est pas de recréer des silos techniques. Pour répondre à ce questionnement, David, comment OpenShift, grâce d'une part à la portabilité et à la réversibilité, permet-il de garantir une expérience développeur homogène, que l'application finalement s'exécute dans les data centers Matmut à Rouen ou dans le cloud? Je pense qu'il y a deux critères de succès. Le critère majeur, c'est l'open source d'entreprise. C'est-à-dire qu'on capitalise vraiment sur des technologies comme Kubernetes, qui parle certainement à un certain nombre, Linux qui parle à tout le monde, je l'espère. Et donc ces briques technologiques-là sont fondamentales. Et ce qui apporte Red Hat, c'est un support d'entreprise. Mais in fine, la réversibilité technologique est garantie, parce que d'un point de vue contractuel vis-à-vis d'un éditeur, si on n'a plus envie de travailler avec Red Hat ou n'importe quel acteur, cette technologie existe toujours indépendamment de Red Hat, même si on est contributeur. Maintenant, la valeur principale qu'on apporte, elle est autour de l'écosystème d'infrastructures matérielles. On essaye de reproduire pour le monde du container ce qu'on a fait pour le monde de Linux. Red Hat Enterprise Linux, c'est 4000 plateformes hardware supportées. Et donc, on fait la même chose avec Kubernetes, avec OpenShift, avec tous les hyperscalers, avec les fabricants de serveurs, que ce soit de l'X86, de l'ARM, des architectures actuelles ou à venir.
et aussi de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants. C'est le cas notamment avec Sens. Évidemment, la plateforme se met en place, l'architecture n'est pas encore disponible, on travaille conjointement au niveau de l'engineering pour le réintégrer dans cet écosystème. Donc c'est vraiment ces deux éléments-là, l'open source qui est pilier pour nous de la résilience souveraineté technologique, et l'écosystème infrastructure, l'écosystème hyperscaler qui pour nous est extrêmement important. Très bien. On parle beaucoup de technologie. Donc, au-delà de la technologie, Jean-Jacques, il y a une question que je me pose, c'est que cette transformation hybride, elle a eu un impact massif sur vos équipes au sein du groupe Matmut. Vous êtes passé de cycles de développement de 12 mois à des cycles beaucoup plus courts de 3 mois. Comment cette modernisation, axée conteneurisation, DevOps notamment, a-t-elle changé votre attractivité pour recruter les meilleurs talents face à une image plutôt traditionnelle de l'assureur? Pas une question pas simple, ça. Alors, comment ça a permis? Alors, il ne faut pas oublier que Matmut, nous, on est une entreprise basée en Normandie, à Rouen, donc on a une certaine responsabilité aussi sur le tissu économique local. Et de ce faire, on se doit aussi d'être capable de proposer finalement à nos locaux des opportunités de poste, justement, qui soient en raccord avec les pratiques du marché. C'est pour ça notamment que je regarde David, parce qu'on a fait le choix de la plateforme OpenShift pour notre environnement on-premise. Et donc aujourd'hui, on a refondu, on est sur la fin de notre plan stratégique de réécriture de notre cœur assurance Yard, qui atterrit à la fin de l'année. Et tout ce cœur assurance a basculé en fait d'un monde, on va dire mainframe et Windows 2IS à une technologie complètement conteneurisée et pilotée par OpenShift. Les intérêts que l'on a, et je regarde Estelle aussi, c'est que on voit bien qu'on a une nécessité d'uniformité, de pratique que l'on va être capable d'obtenir dès lors qu'on pourra disposer d'OpenShift aussi côté Sens. Ça veut dire que globalement, la montée en compétences et l'utilisation de ces mêmes compétences sera uniforme, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on arrive à capter des talents et même à monter aussi en compétences nos propres salariés qui, eux, sont friands justement d'innovation et de nouveautés. Merci Jean-Jacques. Mohamed, pour poursuivre, Soprasteria en tant que partenaire intégrateur à la fois de Sens et des grands acteurs du monde des services financiers, quel est votre rôle pour orchestrer cette complexité? Voilà, comment accompagnez-vous concrètement la mise en conformité des projets data et IA sur ces nouveaux environnements? D'abord, je pense que tu l'as bien dit, les systèmes d'aujourd'hui et ceux de demain vont être hybrides. Et donc, en fait, cette hybridicité, elle nécessite de savoir en fait définir quel processus, qu'est-ce qu'on garde pas, avec quel niveau de sécurité, et qu'est-ce qui va bénéficier le plus d'une avancée technologique majeure telle que celle qui pourrait être portée par Google Cloud. Donc la première des choses à faire, et en fait, c'est pas que de la technologie, c'est dans les environnements de cette nature-là, c'est un mix entre des gens du métier et des gens de la technologie. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que beaucoup de la valeur et du ROI des entreprises est fait sur comment on utilise la donnée pour faire pas plus vite qu'avant, parce que on peut faire plus vite des choses qui étaient mal faites, mais mieux, différemment. Et donc, aujourd'hui, la capacité en fait de s'appuyer sur des plateformes data IA est juste majeure, et la capacité à en sortir du bénéfice client et métier est tout aussi majeure. Après, dans le domaine de l'IA, la notion en fait de confiance est le minimum en fait, ou est la condition sine qua non de l'adoption. Comment en fait on fait confiance à un système qui apparaît comme black box. Ça te dit commande ça te dit fais ce risque-là, ne fais pas ce risque-là, etc. Et donc c'est là où en fait intervient la notion de comment on construit la confiance, avec quels outils, comment on démontre en fait qu'un système est fiable, et on utilise ce que l'on a travaillé avec nos copains de Sens, un peu de Sens et de Thales aussi, toute l'approche sur comment fabriquer des systèmes de confiance dans les environnements régulés. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir sur ce que tu as dit concernant l'évolution en fait de l'ensemble de nos collaborateurs et des skills.
Je pense que le message important qu'on peut tous se partager aujourd'hui, l'IA n'est pas un sujet technologique, l'IA est le sujet de tout le monde. Et que par conséquent, qui que ce soit, à quel niveau que ce soit, là, je ne dis pas l'expertise dans le domaine, mais la maîtrise de ce domaine-là, la capacité à dire dans quel cas on va utiliser l'IA, dans quel cas on va utiliser un traditionnel data management, est importante. Et c'est pour ça qu'en fait, l'exposition de tous vos clients et des nôtres à ce que peut offrir Sens dans le cas d'espèce, et ce que ça va leur apporter, que ce soit au niveau technologique ou au niveau du métier, ben, quand ils sauront ce qu'on peut en faire, ne vous inquiétez pas, ils trouveront des idées. Très bien. Estelle, vous venez d'obtenir la qualification SecNumCloud pour votre offre cloud de confiance. En quoi finalement cette étape est un game changer pour les acteurs régulés, comme notamment la santé ou l'assurance, qui hésiteraient encore, si la question se pose, du coup de franchir le pas? Donc je pense que la réalité de la qualification, c'est la fin d'un dilemme, d'une tension historique entre la nécessité, la pression du marché pour innover et aller plus vite, et la contrainte parfois de devoir abandonner ou faire des concessions sur la sécurité et sur les périmètres sensibles. Aujourd'hui, à travers à la fois le portefeuille de services concret en general availability et donc utilisé par des clients aujourd'hui en production dans un contexte qui est qualifié SecNumCloud, change pour moi la donne sur 3 dimensions. Aujourd'hui, c'est la capacité pour vous de bénéficier d'un accélérateur, d'un cadre réglementaire qui est inégalé. La qualification SecNumCloud est au cœur de cette promesse et de ce dispositif, mais on a également renforcé par la certification HDS qu'on a obtenue tout début janvier. On accompagne également, on a mis en place des accélérateurs techniques, juridiques, organisationnels pour vous accompagner sur ce que nécessite aujourd'hui l'implémentation concrète de DORA dans vos secteurs régulés. Donc c'est tout ce gain à la fois de temps et de réassurance, parce que nous vous proposons tout ceci dans un cercle, encore une fois, industrialisé et au niveau reconnu comme le plus exigeant aujourd'hui par l'ANSSI, que vous rassurez vos équipes et vous leur faites gagner du temps et vous leur permettez de se concentrer à nouveau sur leur métier. Deuxième sujet, je l'ai dit dans ma première intervention, je le répète, c'est la fin du cloud dégradé. Donc là aussi, des expressions que vous avez certainement entendues, je l'espère retenues ce matin, la notion de le time to citizen, le time to market, le time to patient. Tout ceci, c'est un avantage compétitif vis-à-vis de votre marché pour délivrer de nouveaux services et apporter plus de valeur. Et enfin, le game changer, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se prouve. SecNumCloud aujourd'hui, c'est une qualification exigeante, mais surtout extrêmement détaillée et documentée. C'est 276 exigences, 1200 points de contrôle répartis dans 15 chapitres de sécurité. Et donc souvent, on le résume un peu à tort à l'étanchéité qui est certes extrêmement importante et au cœur du sujet, contre l'extraterritorialité. Mais il faut savoir que SecNumCloud va bien au-delà de ça. Donc c'est une politique de pointe de gestion et de protection de la donnée avec des mécanismes de chiffrement de bout en bout très robustes. C'est l'utilisation exclusive de certificats issus de l'Union européenne. C'est une résilience, encore une fois, by design et éprouvée pour permettre d'avoir les meilleures réponses à la fois en termes d'incidentologie mais aussi de continuité d'activité. Je vous l'ai dit, 1200 points de contrôle, je ne vais pas vous les égrener, mais en tout cas, tout ceci est prouvé, documenté. Nous avons des procédures en face de chacune de ces attentes. Et c'est donc cette promesse concrète que vous ouvrez aujourd'hui à votre entreprise et à vos utilisateurs en venant utiliser les services de Sens. Dans les entreprises, on sait pertinemment que le legacy pèse lourd. Voilà, je ne vous apprends rien. David, comment votre plateforme de conteneurisation est-elle à moderniser le patrimoine logiciel sans repartir de zéro et à tirer parti de cette modernisation pour mieux sécuriser d'une part la chaîne logicielle, mais aussi de la rendre plus auditable?
Alors c'est un vaste sujet, mais comme je suis limité en temps, on va essayer d'être sharp. En fait, la stratégie chez Red Hat, vraiment sur cette plateforme, c'est il y a cette problématique de dette technique et on veut vraiment fluidifier au maximum le fait de ramener des applications sur la plateforme. Donc si ça veut dire garder un même format, vous avez un format de VM, vous avez une application un peu monolithique, on va privilégier le fait d'onboarder l'application sur cette plateforme, quitte à la transformer dans un deuxième temps. L'idée étant d'être sur une plateforme qui permet de mettre en avant des pratiques DevOps, des pratiques GitOps, parce que pour nous, c'est là qu'est la valeur, plutôt que sur le fait de réécrire from scratch une application de zéro. Maintenant, s'il y a vraiment besoin sur du patrimoine applicatif de le conserver au sein du système d'information, on a aussi des outils qui vont au-delà du code assistant. Alors, vous avez entendu parler de Copilot, Claude et autres. Nous, on va faire cette partie-là sur du patrimoine Java, sur du patrimoine Python, mais on va aussi refaire le packaging pour aider à la migration. Et donc l'idée de tout ça, c'est si on est sur une application monolithique, qu'on a emmené sur une plateforme moderne, on peut faire du DevOps, et ça libère du temps pour évidemment venir mettre de l'IA. Et c'est beaucoup plus simple de faire parler de l'intelligence artificielle générative sur une plateforme OpenShift avec une VM sur une plateforme OpenShift que sur un monde legacy existant. Donc ça, c'est vraiment notre stratégie, fluidifier la réduction de la dette technique pour aller investir sur des choses qui sont un peu plus à valeur ajoutée, dont vous allez entendre parler bien évidemment au sein de ces journées. Merci. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais laisser du coup Jean-Jacques Mock de Matmut conclure voilà, cette intervention. Et puis ensuite, effectivement, vous laisser la parole pour qu'on puisse répondre à vos questions. On a encore du temps. Voilà, on a été plutôt efficace. Jean-Jacques ? Ok, eh ben, donc la voix du client, c'est ça qui doit primer. Ok. En conclusion, il n'y a pas vraiment, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas vraiment de chemin tout tracé, on va dire, pour aller chercher de l'hybridation. En tout cas, la seule certitude que vous pouvez avoir, c'est que c'est une nécessité en regard de tout ce qui nous tombe dessus. Ça veut dire les exigences européennes ou mondiales ou même juste françaises, d'ouvrir nos systèmes d'information et répondre à de multiples risques cyber qui sont, en tout cas, on a des solutions qui nous sont apportées par justement différents partenariats et avec l'échange qu'on a pu avoir, j'espère qu'on a pu aussi vous donner un aperçu des synergies qui se passent entre justement un ISV, un peu plus qu'un ISV quand même, hein, David, mais et finalement un fournisseur de cloud qui est Sens. Voilà. Donc s'il y a des questions, allez-y. Merci beaucoup. Je vous propose de poser vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas. Oui, tout à fait. Bonjour, moi c'est Diallo Tcherno de Bouygues Télécom. J'avais une question concernant la souveraineté de Sens. Bon, on sait très bien que le contexte géopolitique est très compliqué, surtout avec le président Trump américain qui fait beaucoup d'ingérences. Comment, même avec vos 1200 points de contrôle, on peut s'assurer que voilà, on garde la souveraineté malgré que voilà, il y a Google qui est un acteur majeur du programme Sens. Alors en fait, c'est un point très important qui nécessite de revenir un petit peu au détail et la compréhension de ce socle, de ce socle de transformation, de ce socle de qualification. C'est que NuCloud, pour être le bouclier qui prétend être, en fait, c'est une accumulation, un enchaînement de mesures qui sont opérées sur différents pans. Un pan juridique, évidemment, donc Sens est une société française, nous sommes filiale du groupe Thales, nous sommes 100% contrôlés par Thales. Donc, déjà, tout part de là. Et ensuite, on vient y adjoindre un certain nombre de mesures qui vont être d'ordre organisationnel, d'ordre opérationnel, d'ordre technique. Nous opérons un univers, une région donc, qui s'apparente dans ses points de design et dans sa promesse technologique d'une région Google, mais qui en est totalement étanche. D'un point de vue physique, d'un point de vue logique, ce sont les équipes de Sens qui opèrent cette solution dans nos data centers, d'un point de vue logique, mais également en termes de support technique. Donc là aussi, les opérateurs Google n'ont aucun moyen pour accéder à la donnée. Et ça, tout ceci, c'est un ensemble de procédures et de bloqueurs qui viennent renforcer et donc prouver l'impossibilité, pas de fait ni de principe, mais l'impossibilité technique et juridique pour Google d'accéder à ces données et à ces environnements.
Ça répond à votre question? Merci Estelle. Une autre question? Oui. Bonjour, Arnaud de Bouygues Télécom également. Ma question, j'en ai deux. La première, c'est, j'ai vu que vous vous êtes fait accompagner par Google pour la mise en place de la solution Sense. Mais ma question, c'est de savoir si Red Hat, qui est présente à vos côtés, a participé à cette infrastructure, parce que j'en connais d'autres qui ont déposé, qui ont eu la certification aussi SecNumCloud, qui se sont fait accompagner par la solution Red Hat. Est-ce que c'est le cas également? La deuxième question, c'est de savoir combien de temps ça vous a pris pour la mise en œuvre jusqu'à la certification SecNumCloud, étant donné qu'on sait que ça met 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que c'est le même cas chez vous? Merci. Je commence par la prise de temps. Alors, si je remonte à la genèse, le SecNumCloud 3.2 et cette notion de cloud au centre, de protection contre l'extraterritorialité, on est à peu près au printemps 2021 quand le gouvernement demande à l'ANSSI de robustifier son cadre de correspondance et de définir ce qu'est un cloud de confiance. Et donc directement à l'automne qui a suivi, automne 2021, Thales et Google ont annoncé leur ambition de monter un partenariat. Et ils l'ont fait sur la base d'un document qui était déjà relativement épais et détaillé à l'époque, qui présentait les principes d'architecture, les principes d'opération, comme ceux que je viens de vous préciser, et qui demandait à l'ANSSI en fait, de se prononcer, de donner un rescrit, un certificat de non-contre-indication, sur la base duquel en fait, nous pouvions avoir confiance à partir du moment où nous remplissions, nous tenions cette trajectoire et nous mettions ces mécanismes en œuvre, l'ANSSI ne voyait aucune contre-indication à ce que nous puissions prétendre et obtenir cette qualification. Donc là, vous le voyez, on est à l'automne 2021 et on a ouvert la solution dans son programme d'early adoption en janvier 2025. Donc un certain laps de temps s'est écoulé. Pourquoi ? D'abord du côté de notre partenaire technologique qui est Google, ce sont des remises en question fondamentales de leur modèle d'opération, de leur principe d'engineering, de la façon dont ils conçoivent la résilience de leur service. Donc ça a demandé énormément d'efforts et d'investissements pour réadapter ces solutions. Donc ça, c'est ce qui s'est passé du côté du partenaire technologique. Et ensuite, de notre côté à nous, il a fallu construire, il a fallu former des équipes, il a fallu builder des infrastructures, il a fallu se préparer. Et ensuite, il a fallu instruire la qualification. Donc là, on a tenu à peu près le calendrier qu'on avait annoncé, un peu plus d'une année, entre le démarrage des audits sur la partie administrative et l'obtention effective de la qualification. Et donc sur la partie Red Hat, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Souvent sur la partie hyperscaler, il y a la notion de certification sur la bulle IaaS, c'est ce dont on parle. C'est-à-dire qu'on a vraiment la plateforme d'infrastructure as a service sur lequel on cherche à avoir ce tampon SecNumCloud. Au sein de cette bulle IaaS, ensuite, on va vouloir déployer un certain nombre de produits, dont OpenShift. Donc la question, c'est est-ce qu'OpenShift est supporté sur l'infra de Sens? Donc ça, c'est tout l'enjeu des discussions qu'il y a eu, parce que sans rentrer trop dans les détails, il y a un certain nombre de développements à faire pour que ce provider fonctionne de manière aussi fluide que si on déployait directement sur Google, sur le cloud public. C'est un peu l'idée. Il y a des adaptations à faire de par les besoins de Sens. Et après, éventuellement, peut se poser la question, parfois, pour certains clients, pour certains acteurs, de dire est-ce qu'on part sur du SecNumCloud Pass ou pas? Ce qu'on constate, c'est que déjà, effectivement, avoir une bulle IaaS avec un OpenShift déployé dans une bulle IaaS dédiée SecNumCloud pour un client est déjà un niveau de service de confiance qui est largement suffisant pour les besoins qu'on constate en 2026. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question. Bonjour à tous, c'est Arcane CEDF. En fait, j'ai deux questions. Première question pour Red Hat et puis Sens, et deuxième question pour Matmut. Actuellement, sur le Legacy, on est de OpenShift, plus voilà, on déploie des services dans GCP. Et demain, si on va aller sur Sens, et le déploiement, en fait, est-ce qu'on va reprendre le déploiement de OpenShift et puis les applications, et côté Google, qu'on déploie des services,
Est-ce qu'on a des modifications à faire dans notre script de déploiement ou pas? C'est quoi qui change en fait si on va aller sur le sens? Et deuxième question pour Matmut. Et vous étiez dans votre plateforme data actuelle, vous étiez dans GCP ou dans un autre cloud provider, et après vous avez migré dans Sens. Est-ce que vous avez créé d'autres instances dans Sens? Et est-ce que c'était facile à faire ce déploiement-là dans Sens? Merci. Je vais commencer par la réponse. Alors pour la plateforme data. Alors la plateforme data, c'était une plateforme qui était on-premise à la base. C'était une boîte, c'était une startup locale en fait, avec qui on avait démarré, qu'on a aidé à démarrer, qu'on a fait grandir. Donc cette boîte, voilà, elle est arrivée la capacité en tout cas que nous offrait cette technologie est arrivée à ses limites, et on a opéré donc la migration directe. Donc c'est on-premise vers du cloud. Donc voilà, un move to cloud, et on a construit notre solution de data en fait sur la base de BigQuery, puisque à l'époque, il y avait, entre guillemets, pas forcément mieux. Est-ce qu'on a apporté d'autres choses aussi, indépendamment de cette plateforme data? Oui, on a apporté d'autres choses. On est en train de le travailler. C'est un partenariat qu'on a construit avec Mistral AI notamment. Donc, on est en train de faire l'intégration de Mistral le chat dans notre écosystème au travers donc de ce que nous propose Sens. Et prochainement, ça c'est la discussion qu'on a aussi avec Red Hat, c'est comment on va être capable de proposer du GPU as a service, en fait, justement, pour nos utilisateurs. Et donc pour répondre à la première question, je dirais que pour ce qui est des services internes à OpenShift, il n'y aura pas de changement. Les changements peuvent se poser si vous avez des services extérieurs, vous avez des bases de données, des services qui sont hors plateforme OpenShift, et par rapport au catalogue qui est proposé par Sens, une étude cas par cas peut se faire, mais pour ce qui est des services au sein d'OpenShift et des applications, une fois que vous avez à disposition le cluster dans la bulle Sens, il n'y a pas de modification, il y aura un redéploiement. Alors, je ne rentre pas dans les contextes de migration parce que ça dépend s'il y a de la data ou pas, mais au point de vue de l'architecture de l'application, des composants, il n'y aura pas de modification à faire à version équivalente, évidemment. On a encore 2 questions dans la salle. Pardon. Pour le redéploiement de ressources CCP comme BigQuery ou GCS, etc., qu'on va redéployer dans le sens, est-ce qu'il y a des changements en fait dans le script ou pas? Alors en fait, la puissance de la promesse technologique et ce qui a pris autant de temps, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est effectivement qu'on a été très très exigeant, et la promesse c'est que ce soit le même BigQuery. On est le même socle technologique. Donc vous allez avoir la même logique d'API et autres. Donc évidemment, il va falloir passer par des redéploiements, sinon on ne serait pas étanche, on ne serait pas dans un univers différent. L'idée c'est vraiment de minimiser et de pouvoir utiliser tous les développements que vous avez fait à partir du moment où ils intègrent ces fondamentaux du cloud, et ils sont construits entre guillemets en cloud natif. On peut les redéployer de façon très efficace et très rapide dans l'environnement Sens parce qu'il est construit sur les mêmes principes et les mêmes fondamentaux, en fait. Bonjour, je suis Chris Kadima. Je viens de créer en fait une société qui s'appelle White IT. Donc, je suis une nouvelle petite entreprise un peu dans l'océan numérique. Je souhaiterais poser une question. Comment se positionner quand on démarre comme partenaire cloud hybride en fait, pour des PME et des ETI? Voilà. Merci. Qui se lance? Bon, vous vendez quoi? Moi, je veux bien vous aider. Vous vendez quoi? Hop, vous avez perdu le micro. D'accord. Je pense, sur le contrôle de mes copains, là, c'est en fait, premièrement, il faut obtenir les certifications nécessaires pour les accompagner. Deuxièmement, et je pense que vous allez le retrouver, que ce soit chez Sens ou chez Google, il y a un paquet d'expériences qui ont eu lieu dans le monde. Il ne faut pas toujours tout refaire, il faut regarder ce qu'ont fait les autres et essayer de se le déployer. Je présume que vous allez plutôt vous adresser à des petites entreprises. Donc, ça veut dire que le mieux est l'ennemi du bien. Ce n'est pas la peine de trouver le truc extraordinaire le premier jour. Il y a des choses sur lesquelles il faut les accompagner dedans et puis ils grandiront au fur et à mesure. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonjour, Dimitri Wynne de Naval Group. J'aurais une question par rapport à les choix, les critères de décision qui vous permettent de se dire, OK, on passe sur Sens ou on garde ce système en legacy.
Mais des cas concrets, bon, je sais qu'il y a l'axe financier, mais l'axe financier est en fait le résultat de tout un ensemble d'autres critères. Après, j'aurais aimé savoir en fait s'il y a des interconnexions entre les SI, c'est-à-dire que peut-on garder des systèmes en legacy parce que l'immigration va être trop coûteuse et les interconnecter avec des services plus modernes sur Sense et mieux protégés. Eh ben. Alors, on a bien. Alors, effectivement, le levier financier, honnêtement, il n'est même pas dans nos critères. Très clairement, c'est pas le premier en tout cas. Le premier, c'est la nature des données, la sensibilité des données en fait qui est associée. La deuxième, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était aussi la criticité, on va dire, du cas d'usage qu'on va vouloir appliquer. À quel point, on va dire, il touche aux cordes sensibles entre guillemets du fonctionnement de l'entreprise pour nous. Et à part, ce sont surtout ces deux résultantes. Donc si on dit, bah oui, c'est super critique et on veut surtout pas que ça bouge, bon, bah, le choix il est tout fait, on reste à la maison. Autant on se dit, bon, c'est critique, mais c'est pas si grave. On s'autorise le fait d'aller chercher justement de la puissance. Après, on a aussi modifié notre politique, en tout cas sur l'aspect data, en tout cas de se dire on va plutôt aller chercher des capacités dans le cloud parce que on a aussi nos limites on-premise. On ne peut pas étendre à l'infini la taille de data center. Donc c'est aussi pour ça qu'on va faire du débordement. Ça rejoint en fait ce besoin qui était demandé de savoir dans quelle mesure c'est interconnecté. Alors oui, c'est interconnecté. Il y a des partenaires en fait qui permettent de nous offrir, on va dire, en tout cas des brins d'interconnexion. Donc aujourd'hui, très clairement, on a tout notre système de gestion qui est on-premise, qui dialogue en direct avec tout l'écosystème Sense. Après, honnêtement, c'est beaucoup d'ouverture de flux. On a un gros travail énorme qui a été fait sur la landing zone pour justement faciliter ces échanges. Et j'ai un autre point donc, par rapport au legacy. Alors le legacy, on n'a pas complètement déshabillé le mainframe. Hein. On a conservé des fonctionnalités parce que, faut dire ce qui est, le mainframe, il fait vachement bien les choses. Il y a des trucs sur lesquels on n'a pas envie de le changer. C'est des programmes qui tournent depuis 30, 40 ans et qui sont très efficaces. Honnêtement, on a essayé de le faire d'ailleurs sur OpenShift d'ailleurs. Et honnêtement, pour le coup, le mainframe, il l'a battu à plein de coups sûrs. Vraiment, il y a no match. Donc il y a tout un sujet d'hybridation qui soit on-premise sur nos legacy. Par contre, il y a tout un intérêt en fait, à travailler justement avec les éditeurs pour s'assurer de l'évolutivité de leur solution et de leur interconnectivité. Voilà, moi j'ai un vrai sujet par exemple côté mainframe ou comment j'arrive à bien le faire dialoguer au-delà de mes transactions IMS. Voilà, il faut qu'on arrive à proposer de l'API ou d'autres moyens peut-être pour y arriver. Mais est-ce que ça répond à la question ? Parfait. Merci à vous quatre pour vos contributions pour cette table ronde. Merci pour votre écoute. Voilà, si toutefois il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on peut rester 5-10 minutes pour vous accueillir. Et puis bonne fin de ce Meet Sense.